moi je suis issu donc de cette génération de Dusselier. Je préfère dire Dusselier que Dusselier-Valéo, parce que moi j'ai été Dusselier plutôt que Valéo. Mais bon, c'est une affaire personnelle. Donc l'histoire de ce livre, c'est une longue épopée parce que on n'était pas tous convaincus que ça pouvait être un livre intéressant, un livre passionnant, et puis j'y reviendrai un petit peu plus tard, une étude, c'est-à-dire que ce livre peut être aussi un outil de travail. Philippe Lunck a passé quelques nombre de mois en Auvergne, notamment dans le bassin minier, et a fait quantité d'interviews et de rencontres avec l'ensemble des organisations syndicales, notamment la nôtre, et principalement la nôtre, à la CGT, de discuter avec les gens, de discuter avec les travailleurs. Malheureusement, il n'a pas pu discuter avec la direction, ce qui serait drôle, mais bon. Suite à ça, il a fait donc son essai d'histoire de Dusselier, qui est retranscrit ici. C'est déjà un pavé. Mais c'est quand même un livre qui est riche. Mais pour la petite histoire, on a quand même un peu galéré quand même pour faire aboutir ce livre. Et maintenant, écoutez, on a fait 1500, on a édité 1500 exemplaires imprimés par la Galipote et bien aidé par Marc Gachon, parce qu'il nous a aussi aidé sur la rédaction, la correction. On n'a rien touché au sens, mais à la correction de ce livre. Mais pour compléter un petit peu ce que disait notre ami tout à l'heure, Dusselier, c'était quelque chose de tout à fait particulier. C'est-à-dire qu'on a toujours été, quelles que soient les périodes, quels que soient les moments, on a toujours été en conflit avec la direction. Jamais il y a eu une relation saine, sérieuse, même avec nos anciennes directions. Et à plus forte raison quand sont arrivés les tueurs patentés, nommés Tribou et Mamon à l'époque. Je ne sais pas si c'est encore de ce monde, on dit que Tribou n'est plus de... Enfin bon, peu importe. Peu importe l'anecdote. Et ces gens-là sont venus massacrer. Ce qui me fait penser à une chose, c'est que ce qu'on a vécu, nous, il y a 30 ans, à peu près, c'est quelque chose qu'est en train de mettre en place notre président de la République, avec les mêmes méthodes, avec le même appétit de détruire. Et ça nous a aussi, ça a quand même, cet épisode qui a principalement duré de 75 à 85, 86, a quasiment ruiné le bassin minier. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui fréquentent le bassin minier Brassac-Sainte-Florine. Moi, je n'y habite plus, mais je vais y faire un tour de temps en temps. C'est d'une tristesse, c'est d'une morosité. Ah, on a refait les villages, mais il n'y a plus d'âme, il n'y a plus de cœur, malheureusement. Et je pense que c'est dû à la destruction de notre outil de travail. Parce que on disait 6000 salariés sur l'histoire bassin minier, mais ça générait énormément d'emplois, puisque moi j'ai travaillé aux méthodes à Grand-Ménil, à Vergonjon, et on avait calculé à une époque qu'un emploi du Dusselier générait 7 emplois alentour. Que dire de plus? J'espère que mes camarades vont compléter mon propos. Parce que on dit aussi que Dusselier, c'est quand même le salarié qui a fait son malheur. Je ne sais pas si c'est le salarié qui a fait son malheur, mais c'est grâce à ceux qui se sont battus qu'il existe encore quelque chose à Issoire et à Sainte-Florine. Mais juste une petite parenthèse, comment se peut-il que des ouvriers travaillant si mal, de la part de certains, aient pu construire 8 usines en France, plus de 8000 salariés, et d'avoir en 1973 été champion du monde
de rallye avec l'Alpine Renault, avec l'ensemble de l'équipement du Cellier dans le moteur. Donc, c'est un petit peu remettre à plat et détruire l'image qui est portée, parce que c'est vrai que quand on passait à l'époque dans le bassin minier, c'était CGT, assassins, les terroristes, les... Comment ils disaient ça, les... Cosaques. Les Cosaques. CGT passe, usine trépasse. Les Cosaques. Oui, les Cosaques. Ou la CGT passe, usine trépasse, exact. Donc voilà. Voilà grossièrement tracé. L'histoire de ce livre, non, parce qu'il y a beaucoup à dire et j'espère qu'on va pouvoir en discuter et en débattre ensemble. Mais je pense que mes camarades ont des choses à dire ou à compléter par rapport à ce que je viens de dire. Puis-je déblayer le terrain? Tu viens de faire allusion aux gens qui disaient que, au fond, c'est les ouvriers qui disaient leur malheur. Et il y a eu un article dans La Montagne, je crois que c'est en 2015, où on donnait la parole quand même à Jean-Claude Dafix, hein, notamment, mais où également à des ouvriers qui disaient oh ben, chez du Cellier, dès qu'il y avait un gant qui avait un trou, on allait voir le délégué syndical, et puis si on n'avait pas une nouvelle paire de gants, on faisait grève. C'est un peu exagéré, non? C'est exagéré. Parce que c'est pas pour une paire de gants que le gars sortait. C'était pour quelque chose de plus sérieux. Mais il est vrai aussi que l'organisation syndicale, notamment CGT, avait une puissance remarquable. Et pourquoi la CGT était puissante? Parce que la CGT défendait les intérêts des travailleurs. Non, c'est pas ça, non, j'ai fini, enfin, partiellement. Tu peux nous donner une idée de la puissance, simplement en syndiqué, par exemple, par rapport au nombre des... À Gros-Ménil, je parle que de mon usine, hein. À Gros-Ménil, en 69, il y avait 1800 salariés, il y avait 800 syndiqués. Premier collège. Et deuxième collège, on était 130. Et deuxième, pas troisième collège. Le troisième collège a toujours été CGC. Le deuxième collège, donc agent de maîtrise et technicien. Sur 150 salariés, on devait être 110 à 120 syndiqués. Donc si je comprends bien, bon, prenez la parole, hein, Jean-Claude. Moi, je fais que boucher les trous, là. Hein. Si je comprends bien, il y avait une CGT forte, très forte, peut-être avec une tradition qui venait de loin, combative, voire même parfois anarcho-syndicaliste, parfois, peut-être pas à Gros-Ménil, je ne sais pas. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on avait aussi une direction particulièrement rétrograde. Et ça, dès le début, comme tu l'as dit au départ. Peux-tu nous développer un petit peu les différentes directions qu'il y a eu là, et qui ont été particulièrement et de plus en plus rétrogrades, voire à employer des méthodes plus ou moins fascistes, entre guillemets, à une certaine époque? Pas trop sur nos usines dans le bassin minier, mais ça s'est produit à Issoire, avec un certain nombre de gens qui sont venus issus de la guerre, qui ont été embauchés, des gens qui ont fait l'Indochine, des gens qui ont fait peut-être l'Algérie aussi, mais qui étaient vraiment fascisants, des responsables de l'entreprise. Pour parler de la CGT, j'aime pas bien le terme de, comment dirais-je, d'anarcho-syndicalisme. L'histoire du syndicat CGT dans le bassin minier est issue de la résistance. Beaucoup de nos camarades qui ont construit et qui ont monté la CGT et à Issoire et dans le bassin minier étaient issus de la résistance. Donc des gens qui avaient l'habitude de se battre, mais de se battre, je dirais pour le bon droit, oui, parce que c'est notre droit. Mais
mais pas avec des attitudes de vouloir tout casser. C'était des constructeurs. Donc voilà un petit peu si j'ai répondu à ta question. Justement, tu parlais des gens issus de la résistance. Je voudrais simplement énumérer pour les Clermontois, là, parce que je vais te dire des noms qu'ils connaissent, simplement. Hein. C'est anecdotique, mais enfin, ça en dit quand même long. Hein. De noms de gens qui étaient chez Dussolier ou qui sont battus à ce moment-là. Peut-être que ça va rappeler des choses à un certain nombre de gens. Il y avait des femmes aussi. J'ai relevé dans le livre des noms comme Madeleine Guignabert. C'est la première femme qui a joué un rôle de premier plan à la CGT chez Dussolier. Il y a eu Laura Artusi, qui est connue de certains ici. Je crois qu'elle est membre du bureau des Amis de Lima, qui a travaillé chez Dussolier, qui a été licenciée en 1984, je pense. Voilà. Bon, alors, Edmond Fabre, ici, secrétaire général de l'UD-CGT en 67. Guillaume Lesbrosses doit dire un certain nombre de choses également à des gens de Clermont-Ferrand, qui a été secrétaire général de l'UD-CGT à partir de 78. Jackie Tivera, Pierre Mercier, c'était pas des gens ici de la Résistance, hein? Non, Pas du tout. Ils sont venus plus tard. Ah oui, je sais pas, je vais pas tout noter. Et alors à Clermont-Ferrand, Nicole Rouvet a travaillé chez Dussolier. Voilà. Syndicat. Voilà. Jacques de Vidal. Ah, Jacques de Vidal, bien sûr, Jacques de Vidal, oui, j'avais oublié, oui, tout à fait. C'est bien de noter Jacques de Vidal. Pardon. Il marche, t'as pas appuyé. Bouge pas. Ça marche? Alors c'est bien de noter, en passant, de dire un mot de Jacques de Vidal, qui a été un phénomène. Quoi. Des militants comme lui, on a besoin, on en a besoin, on en a encore besoin, on en aura besoin, parce que c'est des gens qui se sont battus avec sincérité, qui en ont pris, vous m'excuserez pour l'excuse. Jacot est rentré manœuvre du Cellier et il est parti manœuvre 40 ans plus tard. Hein. Voilà. Et pour m'avoir raconté sa vie un certain nombre de fois, c'est scandaleux ce qu'on a pu faire à cet homme. Au début, qu'il était gamin, hein, déjà raconter son embauche, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et le premier travail qu'on lui fait faire, c'était prendre une pile de palettes dans la cour, la changer de place. Une fois qu'elle était changée de place, c'était de la remettre là. On ne voulait pas de Vidal chez Dussolier, en fait. Compte tenu qu'il était le fils de Vidal, de Georges de Vidal, qui fut mon prédécesseur à l'Union locale, mais qui est aussi un héros de la résistance. En fait, c'est des gens qui ont un patrimoine extraordinaire. Moi, c'est des gars qui m'ont tout appris. D'une façon fraternelle. Et voilà, ça c'est toute la CGT. Mais ce n'était pas mon propos. Ce que j'aurais voulu dire, c'est que, si vous permettez, hein, c'est que Manque a fait un travail énorme. On le ressent peut-être un peu là, mais pour l'avoir reçu et discuté bien sûr de nombreuses fois avec lui, il a enregistré 300 cassettes. C'est phénoménal. Il a auditionné un certain nombre de personnages de la classe ouvrière, mais aussi les autres qui ont voulu s'exprimer. La Védrine notamment a pu s'exprimer et dire, c'est quand même ce qui est scandaleux, j'ai cru qu'en supprimant quelques emplois, c'est-à-dire son expression en coupant un orteil, on pouvait sauver la jambe. Est-ce que c'est un benet ou un... Je ne sais pas, député maire quand même. Ça veut dire qu'il y a des gens, involontairement ou volontairement, ont accompagné la casse de l'entreprise. Mais ils l'ont accompagné d'une façon que personnellement j'ai mal vécu, et d'autres aussi, parce que c'était
on n'a jamais été compris par un certain nombre d'élus sur l'histoire. Pas compris, c'est pas le mot, hein. Mais on n'a jamais été accompagné pour la sauver, cette entreprise. Voilà. Parce qu'en dehors des produits qu'on faisait classiques, qui ont été, je t'en ai défini quelques-uns, il y avait des programmes d'avenir qu'on pourrait poursuivre aujourd'hui. Déjà, André Béal, le régional de l'époque, disait « On va vers la voiture qui parle ». Ben oui, elle parle, les bagnoles. Ben, je suis venu avec des copains là, dans la sienne, là. Elle parle, cette voiture. C'est idiot de le dire comme ça. Mais on était vers un développement technologique qu'on pouvait poursuivre chez Ducellier. Mais chez tous les Ducellier de France, parce que ben, histoire, il y a aussi il y a des usines dans le Nord. Voilà. Je vais essayer d'être court, donc je vais m'arrêter. Ah non, faut pas. Ton expérience est précieuse et je t'invite à continuer et à dire tout ce que tu as envie de dire. Alors, j'ai pris d'autres notes, si vous permettez, je poursuis. Le bassin est mort. Alors oui, ça c'est vrai, dans le bassin il n'y a plus grand-chose. Il y avait la mine avec 1800 emplois, et plus les emplois annexes chez les charretiers, chez les marchands de charbon, etc. etc. Bon. Ducellier et la mine, c'est pas la même histoire, mais on pourrait faire des comparaisons, parce que la mine n'est pas morte de sa mort naturelle non plus. C'est l'Europe qui a tué la mine. Mais c'est l'Europe aussi qui a tué Ducellier. Parce qu'on accusait les travailleurs d'un certain nombre de maux, je ne sais pas trop lesquels. Moi, je les accuse surtout d'avoir bien défendu leur entreprise autant qu'ils ont pu. Mais dans cette Europe qui se dessinait déjà, il y avait tout le mal qui nous poursuit aujourd'hui. C'est l'Europe des capitales, c'est pas l'Europe des travailleurs. Et la mort de Ducellier, la mort de l'industrie française était là, et elle est toujours là-dedans. Voilà. Vive Macron. On est dans cette politique qui fait que on est en train de bousiller le peu qui nous reste, alors que la France a des ressources énormes, intellectuelles, minières, etc., technologiques. Et alors Il y a une question, il y a une question. mais je finis de... on n'a pas fini parce que il y a quand même... Monsieur on parle de Reynaud. boucan, et après il y aura toutes les questions. Monsieur Reynaud, Ça va venir. je me souviens d'une conférence, vous avez tenu le micro pendant trop longtemps. Oui, mais là, ça ne sera pas le cas. Alors, s'il vous Il est plaît. 9h moins 10, j'aurais bien aimé ne pas écouter la remarque. Enfin bon, merci quand même. La moitié du livre est quand même consacrée à ce qui a précédé la Grande Grève. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu tout ce qui a annoncé, tout ce qui précédait les combats qui allaient venir en 1979? Est-ce que vous pouvez nous parler de 68? Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui se passait dans les conseils d'atelier, par exemple, à cette époque-là, avant 68? Ça sera ma dernière question. Les conseils d'atelier, c'est déjà tout un programme. Ah oui, absolument. 68, c'en est un autre. Mais je pense que la parole à mes camarades aussi, Christian, Oui, moi, alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je ne suis pas un Ducellier, hein, mais bon, j'ai vécu en tant que militant et que jeune militant à l'époque, ce qu'on appelait traditionnellement les événements Ducellier. Je les ai vécus sur Issoire, mais je suis un gamin du bassin minier, un vieux gamin maintenant, et j'ai toujours résidé dans le bassin minier. J'ai aussi vécu les luttes du bassin, mais bon, plus particulièrement syndicalement à Issoire. Simplement, replanter un peu le décor. Hein. Ducellier, c'était 5000 salariés sur principalement 4 gros sites, 3 gros sites. Gros-Ménil, c'est Vergorgeon, Gros-Ménil, Sainte-Florine, les deux, Issoire, et puis le dépôt de Cournon, et puis une autre petite unité qu'il y avait sur le territoire de Sainte-Florine, à Fondary. Un fort pourcentage de personnel féminin, ça on ne l'a pas dit, ça aussi il faut le savoir. Souvent, le couple
qui bossaient dans la boutique. Souvent le couple. Il y avait un concessionnaire Renault qui disait, au moment de la casse de Dusselier, un concessionnaire local, je me souviens, il disait il y a la paye du mari qui sert à construire la maison et à payer la voiture, et la paye de la femme qui sert à vivre à côté. Hein. Si on en enlève un, il disait, ça va poser des problèmes. Hein, il était patron, hein, il avait 70 salariés dans sa concession Renault. Je crois que ça peut imager un peu les choses, les conséquences de la casse de Dusselier et les drames humains qui en ont découlé. Hein, parce qu'il y a eu derrière des drames humains. Hein. Les 3 mois qui ont suivi les licenciements de 85, c'est 17 suicides. On avait marqué, pour ceux qui passaient un peu dans le bassin minier, le long de la voie ferrée, au Saut du Loup, c'est resté longtemps inscrit. Ouais, mais ça me marque presque plus. Il faudrait peut-être le remettre au bout du jour, je sais pas. Enfin, voilà, tout ça pour dire que... en plus, bon, dans ces années-là, moi je suis rentré en 78 à Cégédur-Issoire, il y avait un très fort taux de syndicalisation dans les usines de la métallurgie. Jean-Claude a dit tout à l'heure un peu le nombre de syndiqués qu'il y avait, ou Bernard, je ne sais plus lequel, à Dusselier. À Cégédur, ce qui est aujourd'hui Constellium, sur 1800 salariés, il y avait 760 syndiqués à la CGT. Aujourd'hui, il doit y en avoir à peu près 120 ou 130. Pour vous dire, quoi. Donc, il y avait des forces syndicales importantes. Hein. Derrière ça, bon, ben, après, il y a eu des luttes très importantes sur Issoire. Moi, je suis trop jeune, je dirais, pour en parler savamment, puisque les luttes, elles ont débuté au sortir de la guerre, notamment avec la fameuse affaire Dombrowski. Peut-être que Jean-Claude pourrait y revenir dessus. Hein. Et ensuite, les luttes qui se sont développées partant de 79, une lutte notamment sur les salaires et les classifications, partant d'un atelier et d'une usine plus particulièrement à Gros-Ménil, qui se sont étendues après sur l'ensemble des usines, et de là sont nés, pour la première fois en France, les conseils d'atelier. Ils sont nés chez Dusselier, en Auvergne, dans le bassin minier. Je crois que ça, c'est important, une innovation, quelque chose de... C'est-à-dire que les gens se prenaient en main et construisaient leurs propres revendications. C'était, dans les années 80, innovant. Aujourd'hui, on en est encore à essayer, je dis bien, de construire le syndicalisme sur ces bases, et malheureusement, on n'y arrive pas toujours. Voilà, moi, simplement pour en dire un peu plus, quoi, sur Dudu. Après, je le dis, j'ai participé aux luttes parce que j'étais un militant de la CGT, mais les luttes, je les ai vues d'un œil extérieur, quoi. Hein. J'ai occupé, bien sûr, avec les copains de la boîte, l'usine d'Issoire, etc., mais on ne le ressent pas de la même façon, pour la bonne raison que... on subissait, moi, salarié de Cégédur, je subissais pas de plein fouet la répression qu'il y avait, notamment vers les militants, mais vers les syndiqués, vers les travailleurs qui osaient relever la tête, quoi, parce que c'était ça, quoi. Hein. Tout à l'heure, il a été cité les noms de Tribou, d'Osda et compagnie, c'est le patronat de combat qui arrivait, c'était des fachos dans l'âme, les mecs. Des fachos dans l'âme, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, hein. C'était terrible, et nos camarades, un certain nombre de nos camarades, l'ont payé très cher, y compris de leur vie. Je disais, il y en a qui ont... Et les militants l'ont payé très cher, souvenez-vous, 5 camarades ont fait la une de l'UMA à l'époque, Jackie Tivera, j'en profite pour l'excuser ce soir, Laura Artusi aussi, qui ne peut pas être là ce soir, qui aurait bien aimé y être, mais qui ne pouvait pas être là, Pierrot Mercier, qui était un des dirigeants du syndicat CGT de l'ensemble des usines du Dusselier, qui est décédé accidentellement, parce que il fallait bien vivre, il avait monté
lui-même, avec l'aide de quelques camarades, un élevage de lapins, et un jour, pour intervenir dans une panne, parce qu'il essayait de tout faire lui-même, s'est électrocuté. Serge Robert, qui est décédé aussi, et Jean-Pierre Dagostin. Voilà. C'était des militants qui, eux, ont payé le prix fort, leur engagement, et qui ont été virés, entre autres, avec, bien sûr, des milliers de salariés. Mais sans cette lutte, et sans, je dirais, l'engagement et de la CGT, et de l'ensemble, et d'une grande partie des travailleurs, moi je suis persuadé qu'aujourd'hui ne subsisterait pas ce qui subsiste encore à Valéo Issoire et à Valéo Sainte-Florine. Hein. C'est encore 1 millier d'emplois. Alors c'est sûr, il y en avait 5000. Hein. Donc, il y a même 7000 me souffle Jean-Claude. Il y a 6000 casquettes qui sont restées au bord de la route, hein, mais plus tous les emplois induits. On a payé cher dans ce bassin minier, la casse de la mine, la casse de Dudu derrière. Hein, et aujourd'hui, bon, c'est difficile de s'en relever, même si quelques peu PME se sont montés sur les ruines de Dusselier. Hein, je pense à la Snop, à Brioude, à JFI, etc., à 2 ou 3 petites boîtes sur le bassin, Centre Europe Conditionnement, et se sont montés à grands coups de subvention et à grands coups d'argent public. Et c'est des boîtes où il est très difficile, même si on commence à pouvoir y mettre le nez syndicalement, où il était très difficile jusqu'à il y a quelques années encore de monter une organisation syndicale, quelle que soit l'étiquette. Hein. Voilà un peu pour en rajouter un petit peu, peut-être pour alimenter le débat. Il y a certainement des questions qui peuvent venir derrière. Alors, est-ce que je peux en poser une? Attends, ils n'ont pas fini. Non, mais Vas-y. ce que je veux dire, non, parce que c'est justement, peut-être dans la salle, il n'y a que des Clermontois ou que des gens du Val d'Allier et qui connaissent parfaitement l'histoire de Dusselier. Ce qui n'est pas mon cas et ce qui n'est pas le cas de mon voisin. On n'était pas dans, enfin, moi, j'étais pas dans la région, toi, tu étais peut-être trop jeune. Et ce qu'on voudrait tout simplement savoir, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi la lutte a commencé, quelles étaient les raisons de cette lutte et ce qui s'est passé. Parce que là, je comprends à demi-mot, mais on a besoin, mais peut-être qu'on est les seuls, qu'on est les deux seuls. On a besoin de comprendre quel était le contexte de cette lutte. Dusselier, ça existe depuis quand? Ça a été créé quand? Et pour... voilà. Sinon, on ne comprend pas. Si tu le permets, oui, bien sûr. Après je passerai la parole à Jean-Claude. Simplement sur l'origine de Dusselier, elle est, je dirais, elle date du début du XXe siècle. Hein, 1830. Ouais, même dans 1830, donc 19e. En termes de fiat. Et il est relaté dans le bouquin. J'en profite pour vous dire, pour ceux qui ne l'ont pas, il est en vente à la sortie de la salle. Il est relaté dans le bouquin. Dusselier a fabriqué, y compris à un moment donné, des masques à gaz avant la Première Guerre mondiale. Vous avez compris pourquoi, hein, bien sûr. Hein. Et y compris. Donc, et ensuite, ils sont spécialisés comme équipementiers automobiles. Les premières fabrications, si je ne pense pas mentir en disant ça, ça a été les phares, les projecteurs. Hein. Les projecteurs, et ensuite tout ce qui est équipement automobile, jusqu'à aujourd'hui encore fabriqué à Valéo. Issoire, c'est l'essuyage, les essuie-glaces, hein. Valéo Sainte-Florine, qui se sont après diversifiés parce qu'il y a eu diverses aventures. Hein. C'est devenu Johnson Controls, Sagem, je le dis peut-être pas dans l'ordre, hein, etc. Et qui, eux, étaient principalement, en ce qui concerne l'équipementier automobile, spécialisés sur tout ce qui était injection électronique. Hein. Et avec un problème, parce que l'injection électronique, ça casse jamais sur une voiture. Hein. C'est
quand la voiture est morte, l'injection électronique, elle est encore là, quoi. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de remplacement. Or, les essuie-glaces, l'avantage, il y a ce qu'on appelle une deuxième montre. Vous voulez changer vos essuie-glaces. Hein, voilà. Et donc ça a été un des problèmes, et ils se sont spécialisés là-dessus. Ça a été un des problèmes, mais pas que celui-là. Hein, et bien d'autres derrière qui ont fait qu'il y a eu des choix industriels à un moment qui n'ont pas été très judicieux, qui étaient juteux dans l'instant présent, mais qui n'étaient pas très judicieux pour l'avenir. Après, sur la lutte, elle a débuté, je l'ai un peu abordé tout à l'heure, hein, en 79, sur les salaires et les classifications. Elle était, à l'époque, offensive, elle a débouché sur les conseils d'atelier, avec des grands conquis sociaux, hein, pour paraphraser Croizat, hein, il vaut mieux parler de conquis que d'acquis, hein, parce que les acquis, ça se garde, il faut les défendre. Hein. Donc, derrière, après, elle est devenue malheureusement plutôt défensive pour essayer d'empêcher, de minimiser la casse et les milliers de licenciements qui malheureusement sont arrivés, quoi. Et là, je peux laisser la parole, je dirais, à Jean-Claude, qui peut vous parler du plan Dahl sur l'automobile, qui aide à comprendre cette casse programmée de Dussolier, mais d'autres équipementiers automobiles en France. Oui, c'est... Alors, comment dire? Parce qu'il faut faire... On en est tous là à faire appel à la mémoire, hein, parce que tout n'est pas écrit. Si, dans le livre, il y a un tas de choses, mais ça fait 1 kilo, hein. On ne sait pas par cœur. Et puis, il n'y a pas forcément tout non plus. Quoique, il ne manque pas grand-chose, mais des fois, quelques détails qui... le plan Dahl, c'est le grand copain de Mitterrand. Si on ne dit pas ça, on n'a pas tout compris. François Dahl, le président du CNPF, c'est ça? Pardon? C'était François Dahl, le président du CNPF, c'est ça? Non, pas président, rien à voir. patron du CNPF. Non. Le plan Dahl. C'est un commissaire. Oui, Dahl est un commissaire européen. Voilà. Et en accord avec Mitterrand, je me répète, mais volontairement, parce qu'il y a des moments où on ne comprendrait rien de tout ce qui peut nous arriver. Or, c'est toujours très politique. Ce plan Dahl définit l'avenir de l'automobile française. Il doit disparaître 100 000 emplois chez les équipementiers de l'automobile française. C'est clair? La CGT a rien à voir là-dedans. Hein? Voilà. Donc c'est une décision politique de l'Europe et en cascade des pro-européens français qui obéissent à la loi du grand capital. Voilà. Je ne sais pas s'il faut s'exprimer comme ça. En tous les cas, moi, je le fais. Donc, c'est 100 000 emplois, il fallait les trouver. Hein? On a trouvé un petit peu partout, chez tous les QCD de France et d'autres équipementiers. Je ne connais pas le nom de tous les équipementiers français comme ça. Il y en avait un certain nombre, d'ailleurs. Voilà. Ouais. Et la sidérurgie. Or, sans être un automobiliste, entre guillemets, c'est pas ça, parce que moi je suis un forgeron de Formel. Donc un avionneur plutôt qu'un gars de l'automobile, c'est quand même, comment dirais-je, extraordinaire que, y compris ma boîte, elle était massacrée de l'extérieur, quoi. Les Péchinés et compagnie, hein, qui ont été nos gouvernants. Voilà. Non, je m'excuse, je ne veux pas. Non, mais moi je voudrais répondre un petit peu à ce que disait la question. J'en ai un. Le problème de l'évolution des conflits chez Dussolier, c'est un peu la question. Surtout, bon, le conflit le plus important, apparemment, qui fait l'objet du livre, où il y a une succession de conflits, je ne sais pas. Dussolier a toujours été en conflit. D'accord. Depuis l'origine. Non, tu n'es pas d'accord?
Non, mais je suis d'accord avec tout le monde, c'est pas ça la question. J'essaye de synthétiser pour... Et c'est une accumulation de choses qui ont fait que, en 79, a éclaté le grand conflit. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais... Si, mais est-ce qu'il y a eu une raison particulière à ce moment-là? Ou alors c'est celle-ci, c'est-à-dire qu'il y a eu l'annonce qu'il fallait trouver des gens à virer et que vous étiez particulièrement visé, c'est ça? Ah, tout à fait. Mais une toute petite anecdote. Dans cette période-là, il y a eu les travaux à l'hôpital d'Issoire. À l'hôpital d'Issoire, il y a eu une inauguration. Le matin très tôt, on nous a invités, et sur qui on tombe? Sur Monsieur le Président de la République. Giscard? Non, c'était Monsieur François Mitterrand. 79. Mais non, c'était pas lui. C'était pas ça. Ah non, c'était en 84. C'était en 84, donc la naissance du deuxième conflit. Parce qu'il y avait eu celui de 79. 84 était le deuxième, 85 le troisième. Et un de nos camarades, en se présentant à notre cher président, voit une 4L. Il soulève le capot et il lui dit, vous voyez, là, monsieur le président, sous ce capot, c'est tout du Dusselier. L'allumeur, enfin ce qu'on appelle le Delco vulgairement. L'alternateur, les phares, les essuie-glaces. Quelque temps après, cette anecdote-là est nommé au sein du conseil d'administration de Dusselier, un nommé, j'allais confondre avec Philippe Minck, mais je me souviens plus de son prénom. Alain Minck. Donc voilà, je ne précise pas. Il y a du Dusselier ici aussi. Donc voilà un petit peu le... Je ne dis pas la réponse, mais peut-être un éclairage sur la situation. Mais il est vrai, et je répète, et je me répète, Dusselier a toujours été en conflit. Oui, mais nous, on l'a vécu. Donc s'il y a des questions, levez la main, je viendrai vers vous avec le micro. Oui, je crois que c'était la grande époque des restructurations. On entendait beaucoup ce mot. Il fallait gagner des emplois, supprimer des effectifs. Et il y avait une carte à jouer qu'a dit Jean-Claude Lafitte, qui était d'innover au contraire, et de développer. Et je me souviens très bien avoir voyagé avec le député maire de l'époque, Jacques Lavédrine, et lui avoir donné comme piste l'énergie, les éoliennes, les alternateurs pour faire de l'électricité ou les microcentrales électriques. Et je dois dire que il n'a rien compris. Il n'a pas compris son époque. Et donc il a joué la carte de gagnant des effectifs, supprimant un doigt pour sauver la main. Voilà. Mais je crois aussi qu'on a oublié de dire une chose importante, c'est que Dusselier, il me semble, hein, c'est quand même l'usine du travail à la chaîne. Absolument. Et ça, alors je ne sais pas, mais faut-il le regretter? Ben, si je peux me permettre, c'est pour en revenir au conseil d'atelier, parce que c'est lié. Les chaînes chez Dusselier, que ce soit à Corbeny, l'Issoire ou Sainte-Florine, c'était des grandes tables qui tournaient, où les femmes ne faisaient qu'assembler une pièce ou un élément de la pièce. Un ressort, une petite vis. Et ça se faisait de cette façon-là. Quand les conseils d'atelier ont commencé à se mettre en place, et là je dirais que c'est l'ensemble du personnel qui s'est impliqué, à savoir les salariés, les ouvriers, mais avec leur chef d'équipe et leur régleur et leur contremaître, qui ont mis en place et qui ont élaboré justement le travail à faire et à effectuer. Alors du travail à la chaîne, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont individualisé le poste. Tout simplement, sans aucune amélioration, mais on a individualisé le poste. Ce
Qui veut dire quoi? Ben, c'est-à-dire que la personne, elle était sur une grande chaîne. Après, tout est devenu automatique. Hein. Plus personne n'y mettait plus les doigts. La personne avait un certain nombre de pièces assemblées à un endroit. Plutôt que d'avoir une pièce à déplacer sur le chemin de ronde, j'appelle ça moi. Elle avait une petite vis, une rondelle à ressort à mettre. C'était l'enrichissement des tâches. Ils appelaient ça l'enrichissement des tâches.